Il y a une crise d'identité de la société israélienne. Et je dirais que cette crise d'identité, elle repose sur deux peurs. Il y a une partie de la population qui a peur que l'identité juive d'Eretz Israël, de Médinat Israël, soit menacée par une évolution de la société de moins en moins soucieuse, apparemment, de la préserver, cette identité. Et il y a une autre partie de la population qui a aussi peur, mais une autre peur. Elle a peur, cette partie de la population, que la place grandissante du monde religieux en Israël ne conduise à un régime, je dirais, coercitif. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec David Saada. David, bonjour, Boker Tov. Bokero. Alors, je rappelle à nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, je ne pense pas qu'il y en a beaucoup, mais que vous avez été longtemps le directeur général du FSJU en France et que vous êtes, depuis votre allié en Israël, un écrivain qui nous livre régulièrement, on va dire, ses réflexions en termes de Parashat HaShavua ou d'autres sujets liés à la Torah, liés, dirons-nous, au texte biblique. Merci d'être avec nous ce matin, David, parce qu'on voulait avoir votre appréciation sur ce qui se passe dans la réalité israélienne, cette tension, ces clivages au sein de la société israélienne, en particulier, bien entendu, autour de la réforme judiciaire, des clivages qui ressortent. On pensait que certains d'entre eux avaient disparu entre séfarades, ashkénazes, religieux, laïcs. Eh bien, on voit que finalement, ils ne font que s'exacerber. Quel est le regard que vous portez, vous, David, autour de cette protestation dans les rues du pays et de la tension qu'elle suscite? La tension est très grande et elle m'a, moi-même, comme je crois tous les Israéliens et même les non-Israéliens, tous ceux qui nous observent à l'étranger, elle a surpris. Elle a surpris beaucoup. On ne s'y attendait pas. Moi, je dirais qu'il y a à la réflexion des causes apparentes à ce qui se passe et des causes profondes. Et les causes apparentes masquent les causes profondes. Les causes apparentes, je passerai très très rapidement là-dessus, parce que c'est l'observation qu'on a pu faire ces dernières semaines de l'actualité. Je dirais, il y a la première des causes, me semble-t-il, c'est la maladresse et la précipitation du gouvernement, l'absence d'explication aussi, le manque de pédagogie sur le bien fondé de la réforme, certaines outrances verbales aussi, et de nouveaux ministres. La deuxième raison, je dirais la deuxième cause apparente, c'est sans doute l'irresponsabilité d'un certain nombre de chefs de l'opposition qui n'ont pas hésité à parler de dictature, de guerre civile et qui ont fait peur à la population, qui ont angoissé. Et peut-être une troisième cause, mais là elle est plutôt plus mystérieuse, moins claire, c'est visiblement l'existence de groupes qui ont pour but finalement de créer un certain désordre et qui sont largement financés par on ne sait qui. Et donc tout ça fait un cocktail qui est quasiment explosif, qui a mis un peu plus que de l'angoisse, presque du chaos dans le pays. Mais je pense que tout ça, ça n'est que l'écume. Il faut regarder les choses de manière beaucoup plus profonde. Alors, quel est derrière cette écume, quel est le véritable problème? Est-ce qu'il s'agit d'un véritable problème identitaire entre ces courants dans la société israélienne? Quel État d'Israël, comment définir l'État d'Israël aujourd'hui, 75 ans après sa création? Alors, écoutez, moi, je pense que ces causes profondes, en effet, elles expriment, enfin, c'est une crise d'identité qui s'exprime là. C'est véritablement une crise d'identité, comme un adolescent a une crise d'identité à ce moment de son existence, parce que sa personnalité n'est pas encore complètement formée. Il y a une crise d'identité de la société israélienne. Et je dirais que cette crise d'identité, elle repose sur deux peurs qui s'affrontent et qui sont apparues là de manière très très claire. Il y a une partie de la population qui a peur que l'identité juive d'Eretz Israël, de Médinat Israël, soit menacée par une évolution de la société de moins en moins soucieuse, apparemment, de la préserver, cette identité. Cette peur, elle existe.
une grande partie de la population. Elle a poussé des partis religieux aux dernières élections et a pour cause cette peur. Et il y a une autre partie de la population qui a aussi peur, mais une autre peur. Elle a peur, cette partie de la population, que la place grandissante du monde religieux en Israël ne conduise à un régime, je dirais, coercitif. Alors, ils parlent de fin de la démocratie, de la dictature, mais en réalité, ils font allusion, ils ne veulent pas vraiment le dire, certains le disent. Ils désignent par ces mots un régime théocratique, entre guillemets, hein, un régime qui va imposer un certain nombre de choses par la voie de la coercition, et tout se cristallise sur la réforme de la Cour suprême, parce que la Cour suprême est vécue par ce groupe comme étant le dernier rempart, en fait, à la poussée grandissante du monde religieux. Alors donc, il y a là deux peurs qui s'affrontent, qui font que on a l'impression parfois que quand deux Israéliens qui sont d'un bord et de l'autre se parlent, qu'il y a un dialogue de sourds. Et ce dialogue de sourds existe parce que chacun est campé sur sa peur. Alors, je voudrais faire appel à vos connaissances thoraïques pour voir si on peut comparer une situation actuelle à celle que l'on a vécue dans l'histoire, la longue histoire du peuple juif. Est-ce que, par exemple, on risque de se retrouver vers une sorte de schisme comme celui auquel on a assisté après le royaume de Salomon, entre le royaume de Judée et le royaume d'Israël? Est-ce que vous pensez qu'il y a potentiellement une crise comme celle-là? Est-ce que l'on va vers un Israël cantonné de cantons différents qui s'autogéreraient comme certains l'affirment? Potentiellement, c'est effectivement présent, mais je crois de toutes mes forces qu'on le surmontera. Je crois très sincèrement et de toutes mes forces qu'on le surmontera, mais que ce sera très difficile. Je pense que la solution d'ailleurs n'est pas politique. Je suis assez sceptique sur la résolution par la négociation sur la Cour suprême du problème. Étant donné que le problème est beaucoup plus profond, il faut s'y prendre différemment. On va peut-être colmater des brèches avec la négociation politique, c'est possible, mais le problème demeure. Moi, je pense que le problème va impliquer sur un temps assez long la mobilisation, non pas de forces politiques, mais de forces spirituelles et intellectuelles pour amorcer, développer un vrai dialogue entre frères, qui est absolument indispensable et nécessaire. Il faut se parler, et c'est à partir de ce dialogue que peut et doit naître la réunification du peuple d'Israël avec un projet commun. Parce qu'aujourd'hui, au fond, il n'y a pas de projet commun dans la société israélienne. Contrairement à ce qui était le cas au moment de la création de l'État d'Israël avec le sionisme, aujourd'hui, on est dans une situation où le rêve sioniste se disloque un petit peu, mais la crise, en réalité, n'est pas quelque chose de définitif. La crise, c'est un passage, vers quelque chose de mieux. Il faut atteindre ce mieux, et ce mieux ne peut s'atteindre que grâce à l'effort de personnalités qui doivent prendre en main le dialogue. Il ne faut pas laisser ce problème uniquement aux politiques. Or, pour l'instant, il faut bien avouer que ça fait 3 mois que l'on parle de cette réforme, on va dire plus exactement, 3 mois maintenant, presque jour pour jour, et on ne voit pas véritablement les rabbins s'exprimer, à de très rares exceptions, on ne voit pas, effectivement, peut-être un petit peu plus les universitaires, mais on ne voit pas véritablement ceux qui sont en dehors du monde politique susciter un véritable dialogue, un dialogue de profondeur. Comment vous expliquez cela ? On ne voit pas, et c'est très dommage, mais je pense que c'est inéluctable. Ça doit se produire, ça va peut-être prendre un peu de temps, mais il y a suffisamment de stature intellectuelle, morale, spirituelle en Israël. Il y en a beaucoup, dans tous les camps d'ailleurs, même du côté, je dirais, non religieux, pour que ce dialogue puisse exister. Je pense qu'il faut qu'il y ait un peu de courage et je dirais, de Ahavat Israël, c'est-à-dire d'amour de chaque individu d'Israël, quel qu'il soit, et de voir en l'autre le frère juif, c'est-à-dire cette étincelle qu'il y a en chacun de nous, quelle que soit l'option qu'on a prise
ici et maintenant. Il y a une étincelle éternelle de judaïsme en chacun de nous. Il faut amorcer le dialogue avec cette conviction. Et cette conviction-là, ça s'appelle Ahavat Israël. Et c'est avec Ahavat Israël que la crise se résoudra avant ça. Et rien d'autre. Alors, je voudrais revenir sur le fait que vous avez été pendant de longues années un des dirigeants de la communauté juive de France. Aujourd'hui, quel est le rôle que peut jouer le judaïsme de diaspora dans ce débat? Est-ce que, d'abord, il doit jouer un rôle, il peut jouer un rôle? Est-ce qu'il peut porter des conseils? Ou alors, finalement, il doit rester en marge, assister à ce qui se passe sans prendre position? On le voit ces derniers jours sur les réseaux sociaux, des déclarations d'Anne Sinclair ou même du président du CRIF, Jonathan Arfi, qui dit qu'il faut geler la réforme judiciaire, Anne Sinclair qui dit qu'elle a honte d'être juive ou quelque chose comme cela. Comment vous réagissez face à ça? Non, elle n'a pas dit qu'elle a honte d'être juive, elle a dit qu'elle a honte de ce qui se passe en Israël. Elle a honte de ce qui se passe en Israël, voilà. Oui, elle a honte de ce qui se passe en Israël. Comment vous réagissez par rapport à cela? Je vais vous répondre, et au risque de déplaire à mes amis responsables communautaires en France. Je pense que dans les communautés loin d'Israël, on ne comprend pas du tout ce qui se passe, et que je crois que ce n'est pas le rôle de s'immiscer dans ce qui se passe. Il faut effectivement qu'ils fassent entendre leur voix, naturellement, mais ils n'ont pas à juger ce qui se passe, parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Voilà ce que je pense. Voilà. Et puis, ils ne sont pas partie prenante. C'est vraiment la société israélienne, pour pouvoir juger et entrer dans la discussion nécessaire, il faut être partie de la société israélienne. Sinon, on a des déclarations à l'emporte-pièce qui sont extrêmement désagréables pour des Israéliens, des géants d'Israël, d'Anne Sinclair. C'est assez triste d'entendre de la part d'une femme intelligente des choses comme ça. Est-ce que justement vous ne pensez pas que, parce qu'on a reproché bien entendu dans le cadre de cette réforme judiciaire à l'État d'Israël en tant que tel de ne pas s'être doté jusqu'à cet âge avancé de 75 ans de constitution, est-ce que et de ne pas avoir une seconde chambre, est-ce que peut-être c'est l'occasion à saisir pour essayer de créer une sorte de Sénat israélien qui pourrait être justement composé de rabbins, d'intellectuels, de personnalités des différents du monde de la culture, pour essayer justement de contrebalancer aussi, ou alors d'apposer une sorte de contrat, de créer un contrat de confiance avec les politiciens pour apaiser les tensions? Oui, écoutez, cette idée d'une deuxième chambre me paraît une très bonne chose. La Torah elle-même, dans les structures de fonctionnement de la société qu'elle met en avant, a inventé en quelque sorte la séparation des pouvoirs, en fait. Il y a le pouvoir politique avec le roi, il y a le pouvoir religieux avec les Kohanim, et il y a le pouvoir, je dirais, mais c'est plus que des juges. Le Sanhédrin, c'est les ékénim, ce sont justement ce que vous dites, c'est-à-dire des sages. Et en plus, à l'époque, il y avait un quatrième pouvoir qui n'existe pas plus aujourd'hui, peut-être pourrait-il revenir, qui était celui du prophète, qui pouvait, je dirais, interpeller les pouvoirs, les trois pouvoirs, et interpeller notamment le roi. Et donc, effectivement, il manque sans doute, et je pense que la Cour suprême a mal tenu, je dirais, ce rôle, parce qu'elle n'a pas les moyens de le faire. Il faut des ékénim, en effet. Il faut une chambre de type Sénat, mais je pense pas. Il faut inventer quelque chose, en tout cas, de propre à Israël, qui permette, en effet, c'est peut-être le défaut de cette réforme, c'est qu'elle est faite sans une deuxième chambre. En effet, il y a là un problème. Il y a un problème et pour l'avenir, si je devais vous poser cette question, c'est-à-dire vous restez malgré tout optimiste par rapport aux réalisations de l'État d'Israël. On est à quelques jours du 75e anniversaire de l'État d'Israël. Vous restez malgré tout foncièrement optimiste? Oui, pas sur le court terme. Je pense qu'il y aura encore pas mal de remous douloureux, mais oui, il y a une brera, je suis optimiste. On finira par aboutir à cette unité qui manque aujourd'hui. Vous savez, on va rentrer après Pessah dans la période du Homer. La période du Homer,
originellement, c'est toute la période qui a séparé la sortie d'Égypte du don de la Torah. Et lorsque la Torah a été donnée, toute la période a permis au peuple d'Israël d'acquérir une unité, d'être Am Echad, Belev Echad, Keish Echad, avec un cœur, un seul cœur, comme un seul homme. Et c'est ça ce qu'il nous faut. En fait, il nous faut une période, un peu comme la période du Homer, qui va nous permettre effectivement de réussir véritablement cette unité qui n'existe pas aujourd'hui, c'est vrai, dans la société israélienne, mais c'est 2000 ans d'exil derrière nous, hein, et 2000 ans de persécution, 2000 ans d'assimilation, 2000 ans de difficultés qui font que on a besoin de se reconstituer, de reconstituer notre unité. Ça viendra. La crise n'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui est potentiellement positif, et j'espère de tout mon cœur, et je suis je suis optimiste, oui, je suis tout à fait optimiste, on y arrivera. Eh bien, David Saada, merci beaucoup d'avoir accepté de nous livrer votre appréciation de cette réalité israélienne difficile, douloureuse, à la veille de cette fête de Pessah. Merci de nous avoir permis d'élever d'une certaine manière le débat. Et on vous souhaite bien entendu à vous une bonne fête de Pessah. Pessah Kasher Vesameach à vous et à toute votre famille. Merci Daniel. Merci d'avoir été là. À toutes et à tous, à tous les auditeurs et à vous.